Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast des lanceurs d'arrêt. Merci d'être encore une fois au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Jean-François Gagné. Jean-François va nous parler du lockout qu'il est en train de subir. Un lockout qui dure depuis 15 mois, presque 16, chez Béton Provincial, dans les anciennes usines de Demix, qui a été rachetée à Longueuil et La Salle. Un lockout sauvage, un lockout qui pue le mépris, mais un employeur qui n'est pas tombé sur les bonnes personnes pour baisser la tête et plier. Vous allez voir, Jean-François est plutôt inspirant. Bonne écoute. Alors bonjour Jean-François, merci de t'être déplacé de Longueuil jusqu'à Québec pour venir participer au podcast de lanceurs d'arrêt. Ça faisait longtemps que j'avais le goût qu'on se rencontre parce que je suis votre conflit à distance parce que vous êtes un peu loin, mais on est très, très intéressé à ce qui vous arrive. Et on va commencer par le commencement. Si tu peux te présenter ton employeur, ton syndicat, pour qu'on ait une bonne idée de quoi on va parler aujourd'hui. Bon, parfait. Moi, c'est Jean-François Gagné. Je suis président par intérim du syndicat des travailleurs de Demix Longueuil-La Salle. Notre syndicat, c'est un syndicat qui est mûr. La première convention collective, elle date de 1973, là, que j'ai dans mon bureau à la maison. Là. On s'entend que c'est pas moi qui l'ai négocié. Mais on a un syndicat mûr. On est dans la famille de la CSN depuis 2004 qu'on est. Puis pourquoi on a gardé notre nom Demix? Parce qu'on appartenait à Demix Béton avant d'être acheté par Béton Provincial. Donc, on a toujours gardé le lien avec Demix là, pour l'instant, tant aussi longtemps que la nouvelle convention ne sera pas signée. On changera les noms lors de la prochaine convention collective. Là. Parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi il n'y a pas de convention collective? Je vais faire un petit résumé. Les auditeurs se rappellent peut-être qu'il y a quelques semaines, j'ai rencontré les travailleuses et travailleurs de Renaud-Bré. Et puis, on va en parler un peu ce soir parce que vous avez des parcours malheureusement parallèles. Mais si je me souviens bien, je pense qu'au mois d'avril 2024, la compagnie Béton Provincial fait l'acquisition justement de Demix. Là, on va y revenir. L'employeur vous fait des offres que je pourrais qualifier de ridicules, que vous refusez et il n'est pas content et il vous met en lockout. Le 5 décembre 2024? 5 décembre 2024, oui. Déjà un an et demi. Voilà, c'est ça. Là, on enregistre. On est à la fin du mois de mars 2026. Ouais. On va revenir un peu sur ce que je viens de nommer. Quand Béton Provincial vous achète, est-ce que vous voyez venir que ça va être compliqué? Mais c'est sûr que dans toutes les entreprises là, qu'on espérait être vendues, c'est sûr que Béton Provincial, c'était celle qui était considérée comme la moins bonne du lot. Mais quand ils ont acheté, on s'entend, là, c'est comme un mariage. Là. Au début, c'est super cute. On te fait le violon, on dit que ça va bien aller, puis que l'entreprise est là pour nous, puis qu'ils vont nous appuyer, puis qu'ils nous ont acheté pour augmenter leur qualité de leur service. Mm-hmm. Mais on s'est vite rendu compte que c'était n'importe quoi. Là, donc, même les premières semaines, on s'est rendu compte que c'était juste des paroles, puis qu'en réalité, là, il n'y avait rien de beau dans leur acquisition. Là. Je vais te laisser nous décrire les offres que j'ai qualifiées tantôt de ridicules et je maintiens que M. André Bélanger, patron de Béton Provincial, a mis sur la table pour vous. Je t'écoute. Notre convention s'est terminée au 30 septembre 2024. Puis on a commencé à négocier le lendemain, le 1er octobre. Donc déjà en partant, première rencontre de négociation, convention terminée. On a eu 3-4 rencontres de normatifs, mais c'est vraiment le 7 novembre. Pourquoi je me souviens tant que ça? C'est parce que c'est ma journée de ma fête. Mm-hmm. Donc, c'est le 7 novembre qu'on a eu les offres monétaires. Puis là, c'est là qu'on a vu qu'on avait un gros clash. Donc, 0% sur 4 ans. Ouais. Coupe les REER. Coupe les assurances collectives. Coupe l'overtime. Disons que ils coupent tous nos acquis qu'on a fait dans les 20 dernières années. Donc, on a travaillé fort pour tout perdre aujourd'hui. Donc, on s'entend qu'on a envoyé ça, on a fait voter ça en Assemblée générale, ça a été rejeté à 97%. D'après moi, le seul qui a oublié, il s'est trompé entre le oui et le non. Ouais. Mais donc, c'est sûr que les gars n'étaient pas prêts à accepter ça. Puis c'est après un délai très court de Béton Provincial qu'ils ont décidé de nous mettre en lockout. C'est ça. Donc, monsieur Bélanger vous offre de vous appauvrir, on va le dire, puis de vous appauvrir, d'avoir moins de cotisations de retraite, d'avoir moins de couverture d'assurance collective.
Et en plus, c'est comme s'il était surpris que vous refusiez et ben, il se revire de bord tout de suite. Un peu comme un enfant qui n'est pas content, il n'a pas eu la réponse qu'il veut. Il vous met en lockout. Il y a combien de temps à peu près entre le moment où vous refusez et le début du lockout? Ben, qu'est-ce qui arrive là? C'est vraiment. Ils nous sont arrivés avec on va dire, une offre finale. Puis ils nous avaient donné un ultimatum de 7 jours pour la présenter. Mhm. Puis l'offre finale, c'était la même qu'on a reçue le 7 novembre, qu'on avait fait voter à nos membres, qui a été refusée à 97%. Donc, on l'a pas représenté aux membres. On a dit, on va avoir une autre rencontre de négociation parce que ça n'a pas de bon sens. Puis c'est le lendemain de ce 7 jours-là qu'ils ont décidé que c'était fini parce qu'on ne l'avait pas présenté aux membres. Donc, ça, c'est l'excuse qu'ils ont donnée. Mais tu sais, on s'entend que leur but était déjà planifié. Ils s'en allaient au lockout. Ils savaient qu'on n'allait pas l'accepter. On l'avait déjà refusé. Donc, ils cherchaient juste une excuse là, pour nous mettre en lockout. OK. Est-ce que vous l'avez vu venir, le lockout? Là, tu sembles me dire que quand même, eux, ils l'avaient planifié. À quel moment vous vous êtes rendu compte que c'était peut-être tout un genre de coup monté, on va dire, une offre ridicule pour que vous la refusiez pour après pouvoir se permettre de vous mettre en lockout? Comment tu vois ça, toi? Bien, tu sais, réellement, je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'on tombe en grève. Mais nous, tu sais, en tant que syndicat, on se réunit, puis on était à 2 semaines de Noël. Nous, dans le marché du béton, souvent, à la fin du mois de décembre, on tombe sur le chômage pour la période hivernale qui est plus morte. Mm-hmm. Donc, il n'y avait aucune raison qu'on parte en grève 2 semaines avant Noël. Donc, la journée de la finale, c'est là qu'on a demandé un conciliateur. Donc, pour nous, on avait besoin de quelqu'un pour nous aider dans le conflit et non de partir en grève ou en lockout. Mais c'est comme je vous disais, lui, c'était déjà planifié, puis le but, c'était de nous mettre en lockout juste avant Noël, justement, pour nous couper du chômage, puis faire peur aux gars. T'sais, en réalité, c'était le but premier. Ils ne l'avoueront pas, mais c'est pas mal ça. C'est sûr, parce que puis c'est là que on arrive dans des tactiques quand même d'intimidation. C'est vraiment le mot. Malheureusement, je pense que tout était calculé, puis effectivement, donc il vous fait mal financièrement et il vous fait mal au moral en refusant de négocier quoi que ce soit. Donc, vous savez que vous êtes déjà face à quelqu'un qui n'est pas de bonne foi, donc déjà, ça va être difficile. Donc, vous tombez en lockout à un moment où c'était vraiment pas le temps. Financièrement, il y a des gars qui... on dit les gars parce que c'est uniquement des hommes, je pense, qui travaillent avec vous. Oui, pour nous, oui. Donc, on n'est pas sexiste, hein, c'est vraiment uniquement des hommes. Donc, les gars se ramassent mal pris financièrement. Puis, ben, le lockout... la preuve, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Dans votre cas, ça a duré très longtemps. L'état d'esprit au début de toi, la gang, c'est quoi? Ben, tu sais, au début, c'est sûr que ça donne un coup. Tu sais, du jour au lendemain, que tu te dis, OK, demain matin, je m'en vais piqueter. Tu sais pas c'est quoi ta paye, tu sais pas comment tu vas l'argent. Tu sais, là, t'as le stress familial, économique, t'as un bon stress. Mais on a toujours été bien accueillis. Donc, on a tout le temps été bien supportés par tous nos membres. Nous, on est chanceux parmi notre malchance, mais on a 2 conseils centraux. Donc, on a une usine à Montréal qui est le conseil central de Montréal métropolitain, puis une usine sur la Rive-Sud qui est le conseil de Montérégie. Donc, on a tout le temps été supportés par nos 2 conseils centraux, nos fédérations. Donc, malgré tout ça, on a senti l'appui puis l'aide. Donc, ils nous ont expliqué, puis ils nous ont dit comment que ça allait se passer, puis les mots. Donc, c'est sûr que ça l'a aidé énormément. Puis nous, on le dit depuis le début, on a un employé, M. Laplante. Il a 52 ans de service chez Défunt Demix. Donc, lui, il en a connu des conflits. Il en a connu. La convention active de 2004, c'est grâce à lui qu'on est à la CSN. Donc, on a des hommes comme ça qui nous disaient de ne pas lâcher, puis qui nous supportaient, qui nous disaient, regarde, c'est pas vrai, les gars, on est capable, puis il n'y a pas de raison qu'on flanche. Donc, c'est du monde comme lui qui nous ont permis d'être, puis malheureusement, que c'est du monde comme lui qui nous permet d'être encore aujourd'hui là, parce que c'est toujours pas réglé, là. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment cet appui-là au départ là, qui nous a aidé énormément à rester debout. Pour les gens qui ne sont pas au courant, les conseils centraux, c'est les instances régionales de la CSN et ce sont toujours ces instances-là qui nous soutiennent lors des conflits, lors des grèves, lors des mobilisations. Je milite, moi, au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches. On n'est pas en compétition, bien entendu, mais je sais qu'ils vous ont apporté énormément de support et de soutien. Et c'est très touchant, l'histoire de M. Laplante, parce que tu dis, effectivement, quelqu'un qui en a vu, quelqu'un qui est plus âgé, forcément, puis qui devient un leader pour pas lâcher, c'est un bel exemple de courage. Puis on va le voir, hein, dans votre conflit, comme dans celui de Renaud Bré, il y a des symboles. Ça dépasse
ça dépasse juste le conflit de travail entre un employeur vraiment de mauvaise foi, puis des personnes, je le dis, vraiment très courageuses. Puis je suis toujours très impressionné par cette espèce de résilience. J'aimerais qu'on discute de l'attitude de votre patron pendant qu'il vous met en lock-out. Parce que, puis on va le nommer, hein, Monsieur André Bélanger, patron de Béton Provincial, qui n'est pas un self-made man, qui a hérité de son papa et qui se comporte comme s'il avait tous les droits. Et je n'ai aucun problème à dire ça, parce que il a enfreint la loi, on va y revenir, mais il a fait aussi plein d'autres petites affaires qui montrent vraiment l'état d'esprit du monsieur. Oh oui, tu sais, on a fait, où que ça tout a commencé, on a fait une petite manifestation à leur bureau du siège social à Québec. Et ils n'ont pas aimé ça, on s'est ramassé peut-être 200 dans leur stationnement. Puis à partir de là, on a eu des injonctions. Donc là, il s'est mis les avocats là-dessus. Puis là, après ça, son but, c'est pour chaque événement qu'on faisait, on avait une mise en demeure. Donc, un événement, il arrachait nos drapeaux. Un autre événement, il nous a volé notre boîte de chauffage. On avait des palettes de boîte de chauffage. Il vole notre boîte de chauffage. Donc, chaque événement venait avec une mise en demeure, puis un coup de cochon sur notre ligne. Donc, les drapeaux ont été enlevés. À Longueuil, on a enlevé 5 fois nos drapeaux. Donc, on a réinstallé à peu près 2000-2500 drapeaux parce qu'à tous les fonds, on s'est faisait voler pour chaque événement. Donc, M. Bélanger ne fonctionne que par mise en demeure. Donc, puis quand c'est pas juste au syndicat, ben il attaque personnellement des membres pour justement leur faire peur, puis pour pas que les gars retournent des manifestations. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Le gars qui a une mise en demeure, il veut pas retourner faire un événement. Il a peur d'en recevoir une deuxième, puis ainsi de suite, parce que il y a des répercussions à avoir des mises en demeure. T'sais, les gars, il faut qu'ils se présentent en cours, puis c'est un stress supplémentaire sur l'employé. C'est pas juste qu'il est en lockout, il y a en plus une épée de Damoclès sur sa tête, parce que justement, il y a des amendes, puis là, on s'entend, là. Ils disent on peut faire de la prison, puis tout. On fera pas de prison parce qu'on a participé à une manifestation, mais ça reste que c'est un stress supplémentaire là, pour les membres là, qui ont juste participé à des événements syndicaux, puis que l'employeur répond avec des mises en demeure. Là. Oui, parce que le droit de se syndiquer, le droit de participer à des manifestations, c'est dans la Charte des droits et libertés, mais il semble que M. Bélanger se sent au-dessus de ça. Puis, je pense que je sais la réponse, mais je vais te poser la question. J'ai fait quelques recherches. Selon les chiffres que j'ai trouvés, le chiffre d'affaires de Béton Provincial tourne autour de 400 millions de dollars. Vous êtes une cinquantaine, je pense. Comment ça se fait qu'une entreprise aussi riche n'est pas capable de s'entendre avec 50 employés? Puis je suis pas mal sûr que vous ne gagnez pas des salaires de médecins. Comment ça se fait que ça bloque? C'est pas compliqué. Lui, son modèle d'affaires, c'est du cheap labor. Donc, son seul but, c'est de diminuer vers le bas. Puis, on gagnait trop pour lui. Donc, pour lui, il faut qu'on descende. Puis, tu sais, en même temps, il veut pas nous donner quelque chose parce qu'après ça, il va dire, ben, les faire, je le donne à l'autre à côté. Donc, son modèle d'affaires, c'est ça. C'est tout le temps peser sur le clou pour donner le moins possible à tout le monde. Puis, c'est pas juste avec ses employés, c'est avec ses fournisseurs, ses sous-traitants. Il est comme ça avec tout le monde. Puis, nous, on ne perdra pas nos acquis de 20 ans. Donc, c'est pas vrai qu'on va descendre à son niveau à lui. T'sais, on veut rester au niveau qu'on avait avant qu'il fasse l'achat. DMX Béton faisait de l'argent, était profitable. Donc, il n'y a pas de raison parce que lui l'a acheté que maintenant, c'est non profitable et qu'il perd de l'argent. C'est n'importe quoi. On a deux aspects là-dedans. On a des millionnaires comme ça en veut toujours plus. Là. J'ai déjà entendu que pourquoi il y a des multimilliardaires? Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit qu'un milliard, c'était pas assez. Ben, M. Bélanger, c'est clairement ça. Je ne sais pas s'il est milliardaire, mais il ne doit pas être loin. En tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement fortuné. Puis, je veux quand même préciser que Béton Provincial se pète les bretelles en disant qu'il participe à la construction du pont Samuel de Champlain, énormément de barrages, énormément de projets éoliens. C'est payé avec votre argent, avec vos taxes. Donc, il est aussi, M. Bélanger, engraissés par le système. Des héritiers, souvent, c'est ça. Et ils pensent que tout leur est dû et ils oublient que la fortune que leur père a construite, ben, ils l'ont pas fait tout seul, ils l'ont fait avec des gens. Ça m'amène à l'histoire des injonctions. C'est sûr que lui, des frais d'avocat, ça le stresse pas. Donc, il y a cet aspect-là, il se croit tout permis. Puis, je vais faire le lien. Il vous a fait des coups de cochon, oui, mais il a aussi fait des choses illégales. Et j'aimerais qu'on en parle. Oui, il a utilisé des briseurs de grève. Donc, tu sais, il a utilisé des employés de ses employés, pour exemple, faire l'entretien de nos cours. Donc, il a fait la tonte de gazon, il a fait du déneigement cet hiver. Puis,
c'est flagrant, là. C'est sûr qu'il sait que c'est des briseurs puis c'est des employés salariés. Mais il l'a fait quand même. Puis, puis là, le 2 avril 2026, on s'en va justement au tribunal pour les briseurs de grève. Donc, malheureusement, on est dans un monde où les employeurs reçoivent que des tapes ses doigts. Mm-hmm. Nous, les syndiqués, on se fait taper par coup d'avocat. Puis la seule chose que les employeurs ont, c'est une petite tape ses doigts, peut-être 1 000 $ d'amende, quelque chose comme ça. Puis après ça, on recommence, puis on va te retaper ses doigts quand tu vas l'avoir fait. Là. Ben, c'est ça. Puis tu sais, je me dis que les amendes, dans ce cas-là, devraient être un pourcentage du chiffre d'affaires. Un millionnaire comme ça, s'il a 15 000 $, 40 000 $ à payer, ben, il est mort de rire. Là, pour lui, là, c'est une promenade au parc. Puis, j'ai lu dans un article que Caroline Senneville, la présidente de la CSN, disait que dans le monde des bétonnières, du béton, bon, ça reste des employeurs que c'est quand même des négociations, mais que ça se passait quand même assez bien. Puis, elle disait que là, ils avaient vraiment tombé sur un os avec Béton Provincial. Moi, ce qui me fascine, c'est la notoriété de cette entreprise-là, alors que dans cette industrie-là, bon, oui, ils sont numéro 1, mais ils se comportent pas comme les autres. Apparemment, les autres jouent plus fair, comme on dit, mais lui, comment il fait pour se démarquer pareil, même si il a la réputation d'être un mauvais employeur qui emploie du cheap labor, comme tu l'as dit, là? Ben, c'est la grosse différence, c'est que le Béton Provincial, il y a un roulement de personnel incroyable. Donc, c'est comme il paye pas à bon prix ses employés, ben, le roulement est plus élevé. Donc, quand tu prends d'autres compagnies de béton ou que là, les employés sont plus stables, plus longtemps, donc c'est sûr que les conventions collectives vont être meilleures puis mieux négociées parce que ça reste. Puis, tu sais, nous, on n'est pas... Oui, on conduit des camions, mais on est des opérateurs de bétonnières. On a plusieurs corps de métier dans notre syndicat, mais la plus grande partie, c'est d'opérateurs de bétonnières. Puis, c'est pas juste conduire un camion. C'est aussi le béton. On est maître, on connaît le béton. Donc, lui, ses employés connaissent moins le béton. Donc, ça prend des externes qui le quittent, ses opérateurs, à livrer le béton parce que ils sont pas qualifiés comme nous, on est qualifiés. Donc, c'est pour ça que la grosse différence là, entre ses employés puis les autres des autres usines qui sont, on peut dire, là, experts en béton comparativement à ses employés à lui. Là. OK. Donc, là, je vais faire un raccourci peut-être, mais il est numéro 1 dans le fond parce qu'il vend moins cher un produit qui est de moins bonne qualité. C'est en plein ça. C'est vraiment en plein ça. Puis, tu sais, quand ils nous ont acheté, c'était justement pour ça. Pour enlever justement le fait la qualité n'était pas là. Parce que Demix Béton, on a beau dire n'importe quoi, il était reconnu pour le béton. Il était, même dans les années début 2000, il était reconnu comme la meilleure qualité de béton en haut pour les grosses tours, c'était le meilleur au Québec. Mm-hmm. Donc, ça a été vraiment reconnu. Donc, en nous achetant, c'était pour ça. Mais en réalité, on a vite vu que c'était pas vraiment pour ça. C'est vraiment pour grosser puis avoir plus de mains partout. Là, tu me parles d'un roulement de personnel chez Béton Provincial. Il y a quand même énormément de ramifications. Il possède beaucoup de compagnies, des cours. Je ne citerai pas tous les chiffres. Moi, mon impression, là, c'est qu'il essaie de faire un exemple avec vous. Il essaie de montrer, regardez, eux autres, là, ils sont mis face à nous. Puis, regardez ce qui leur arrive. Si vous voulez pas qu'il vous arrive la même affaire, vous êtes mieux de signer des offres à rabais. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ma perception, elle est bonne, pas bonne? Non, mais c'est vraiment ça qui se produit, là, parce que nous, on était les premiers à négocier avec eux, puis on était mis en lock-out. Donc là, depuis qu'on est encore en lock-out, bon, mais il y a deux ou trois usines de béton ou des carrières qui ont négocié avec eux. Puis les deux ont été en grève. Les deux, j'appellerais pas ça plié, mais ils ont accepté des offres, qui est pas... c'est des reculs. Ils ont accepté des reculs. Ils ont juste allongé les reculs dans le temps. Donc, à la place d'être l'année prochaine, ils ont mis les reculs dans 3 ou 4 ans. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment ça qu'il fait. C'est qu'il fait vraiment peur. Puis là, on a une autre usine, qui est l'usine de Saint-Eustache, qui s'en va en négociation là, sous peu. Donc, ça va être le même principe. Ils vont encore essayer de leur faire peur, de dire, regarde, c'est soit que vous acceptez nos offres, ou vous allez dans la rue comme le Longueuil-la-Salle. Mm-hmm. Puis nous, ça fait 15 mois. Donc, quelqu'un qui réfléchit, est-ce qu'il va se tenir debout face à l'employeur ou il va avoir peur puis dire je peux pas me permettre un an de conflit comme eux autres. Mm-hmm. C'est exactement ça qu'il fait. Mais nous, ça marche, ça fonctionne pas. On est à 15 mois, là, présentement, au moment où on enregistre, un peu plus que 15 mois de lockout. On a parlé du moral au début,
Maintenant, le moral, il est comment? Disons que le moral est correct, sans plus, mais on vient de passer à travers 2 hivers. Donc là, c'est sûr que là, le beau temps arrive. Donc, c'est sûr que ça donne un petit relaxation, là, ces lignes de piquetage, là, juste voir le soleil, puis de manteau, puis de truc, puis de mitaine. Là. Donc, c'est sûr que le moral est un petit peu mieux. Mais c'est sûr que pour l'instant, on voit aucune possibilité de négociation, même de règlement de conflit d'ici quelques semaines, mois au minimum. Donc, c'est sûr qu'on le sait qu'on en a pour peut-être un autre été encore sur la ligne. Donc, le moral est quand même difficile pour ça, mais on reste soudés. On est encore une vingtaine de membres là, à temps plein sur les lignes de piquetage qui sont encore là. Donc, les 20 ensemble, on se tient, on se réunit, puis on essaie de garder le cap là, pour nos chandails le disent, là, on ne cassera pas, on reste, puis c'est vrai qu'on ne cassera pas. Ça, c'est honnêtement, là, c'est vraiment impressionnant de vous voir aller. C'est très impressionnant de voir le courage que vous avez. Puis évidemment, je vous souhaite de tout cœur que ça se règle rapidement, mais vous êtes devenu un symbole un peu de la lutte des classes. Vous êtes des ouvriers, des gars manuels, des gars que peut-être que quelqu'un qui connaît pas ça va dire « Ah, c'est ça, il chauffe une bétonnière. » Attends un peu, là, premièrement. Puis en plus de ça, vous vous battez contre un millionnaire qui vous méprise. Tu sais, je veux dire, oui, je veux pas voir des symboles partout, mais oui, vous êtes devenus des symboles, vous êtes un symbole. Et moi, je trouve ça vraiment inspirant. À travers ce conflit-là, à travers la durée, l'épreuve, est-ce qu'il y a du positif? Tu sais, le plus gros positif, c'est, je te dirais que c'est la solidarité. C'est la solidarité qu'on a eue de pas juste la CSN, mais c'est parce que c'est la solidarité de tout le monde. Tu sais, oui, la CSN est dernière à nous, mais on a même des confrères qui travaillent pour Béton Provincial, de la cimenterie à Joliette, qui sont même pas CSN, qui nous appuient, qui nous aident financièrement. Disons que pour le public, le syndicat, ça sert à rien, mais c'est quand on en a besoin qu'on voit que c'est utile, puis que toute la solidarité qu'on a eue avec eux, c'est vraiment ça qui m'a vraiment remarqué, là, que quand je tombais en conflit de travail le 5 décembre, là, j'avais peur, puis c'est tout le soutien qu'on a eu là, qui fait qu'aujourd'hui, je peux te dire que merci à tout le monde. Mm-hmm. Puis c'est comme ça que je suis encore là aujourd'hui. Là. C'est toute la solidarité incroyable de tout le monde. Depuis tantôt, oui, je fais des parallèles, mais tu sais, je pense à l'entrevue que j'ai fait avec Jimmy et Isabelle de Renaud-Bré. Puis Jimmy, quand il est venu, il a dit que vous étiez leur frère de grève, parce qu'en fait, eux, ils sont tombés en grève, je pense, la veille ou le lendemain, que vous êtes en lockout. Une grève à lockout, c'est pas pareil, mais ça reste que c'est un conflit de travail avec les mêmes conséquences. C'est quoi les points communs dans les deux conflits, selon toi? C'est pas compliqué. On a, au-delà de la journée de différence, eux, c'est le 6, nous, c'est le 5. Les deux, on a 2 entreprises qui ont été fondées par leur père. Mm-hmm. 2 entreprises que c'est, comment on dirait ça, diminuer les conditions de tout le monde. 2 entreprises qui ont grossi énormément dans les dernières années. Béton Provincial a fait des acquisitions dans les dernières années. Renaud-Bré autant. Donc, c'est 2 entreprises qui ont, je dirais pas la même vision d'affaires, mais c'est semblable. C'est exactement semblable. Puis leur but, c'est diminuer les conditions de travail, diminuer tout pour augmenter les profits. On se le cachera pas, là. Mm-hmm. Leur seul but, c'est faire plus d'argent. Donc, c'est 2. Puis c'est 2 entreprises qui sont non cotées à la bourse, 2 propriétaires seuls. Mm-hmm. Donc, beaucoup de similitudes entre les deux, incroyables. Ouais. Puis, j'ajouterais, moi, une similitude qui n'engage que moi, mais on a quand même une personnalité dans le patron, quand même un mépris qui est très caractéristique, et des gens qui oublient, je l'ai dit tantôt, je le répète, que quand quelqu'un fait fortune dans une entreprise, là, il le fait pas tout seul, il le fait avec ses employés, puis la moindre des choses, selon moi, c'est de respecter ça, puis d'avoir un minimum de respect et de reconnaissance. J'ai une question que... Tu sais, votre conflit est un peu publicisé, selon moi, pas assez. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que les gens sachent au sujet de votre conflit que les gens ne savent pas ou ne savent pas assez? Une des choses qui est importante, c'est que on se bat pas juste pour nous, on se bat pour une industrie au complet. Parce que, nous, on est la base à Montréal, mais si on casse, vous allez voir que même ici à Québec, les patrons vont faire quoi? T'acceptes mes offres, regarde à Montréal, qu'est-ce qui s'est passé? Mm-hmm. Donc, on se bat vraiment pour une industrie québécoise au complet du béton. Mm-hmm. Parce que si on casse, c'est tout le monde qui va casser. Mm-hmm. Parce que quand les conventions collectives vont être terminées, lors de la négociation,
ben c'est sûr que sur la table, il va y avoir le mot « Regardez ce qui se passe avec Longueuil-LaSalle, il va vous arriver à la même affaire si vous ne signez pas. » Puis, importe la compagnie, il n'y a pas juste mon merveilleux patron, là. Il y a d'autres entrepreneurs qui vont faire la même chose, là. Donc, c'est vraiment un conflit que je veux que le monde voit qu'on ne se bat pas juste pour nous, on se bat pour tout le Québec. C'est vraiment ça. Tout à fait. Puis, du béton, il y en a partout dans nos villes. C'est très important. Le prix du béton et la qualité du béton, ça affecte notre vie quotidienne, au-delà de tout ce que tu viens de dire. Le bien-être de la classe ouvrière rejaillit sur toute la société. Et donc, merci. Moi, je vous admire énormément. Je te remercie de vous tenir debout. C'est pas rien, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans les prochains mois, prochaines semaines pour vous? C'est quoi les options si M. Bélanger vient pas à la table? Pour l'instant, à part s'il y a une bulle au cerveau qui passe puis qu'ils comprennent qu'il a besoin de nous, parce que nous aussi, on donne un bon service. On aimerait ça signer, on s'entend. Mais comme c'est parti là, M. Bélanger est plus occupé à s'occuper de son chalet à Magog que venir négocier une convention collective avec nous. Donc, on s'entend rien. Même le conciliateur n'a pas refait d'autres rencontres parce qu'il voit que l'employeur est complètement boqué. Mm-hmm. Donc, nous, pour l'instant, on essaie de faire notre mieux. On essaie de maintenir les troupes, puis on reste debout. C'est ça le plus important, puis on cassera pas. On va rentrer à nos conditions à nous. Donc, c'est pas vrai que c'est Bélanger qui va décider de nos conditions de travail, là. C'est nous qui vont décider, puis on rentrera pas tant aussi longtemps que nos conditions seront pas sur la table. Bon, écoute... C'est fort d'entendre ce que tu viens de dire, là, honnêtement, là. Moi, j'ajouterais que les gens peuvent venir vous dire un petit bonjour sur la ligne de piquetage, même s'il fait moins froid. Au contraire, venez, promenez-vous dans le coin des usines de LaSalle et de Longueuil pour juste vous dire bonjour, une tape dans le dos. Ça fait toujours plaisir. Puis, si vous n'êtes pas dans cette région-là, la part que vous pouvez faire, c'est en rectifiant les faits, en expliquant que c'est pas un caprice, c'est des employés qui veulent garder leur dignité, qui veulent garder des conditions acceptables. Hein. Ils demandent pas la lune et ils demandent surtout de pas reculer. Et puis, la solidarité, c'est important. J'ai fait le tour des questions que je voulais te poser, Jean-François. Je te remercie vraiment infiniment d'avoir participé au podcast. Et puis, on va continuer de suivre votre conflit. On va espérer que ça se passe bien, mais effectivement, on va te souhaiter et vous souhaiter de rentrer à vos conditions au travail. Merci beaucoup. Puis si vos auditeurs ils veulent, on a une page Facebook pour suivre le conflit. On poste quelques fois par semaine un petit peu là, de ce qu'on fait, où qu'on est, puis ainsi de suite. Donc si ça intéresse des auditeurs, là, on mettra le lien. Oui, je vais mettre le lien sur le site Internet. Ça va me faire grand plaisir. Puis sur la page du podcast. Fait que merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, donc un gros merci à Jean-François de t'être déplacé pour venir me rencontrer et répondre à mes questions. Si vous voulez apporter votre appui aux travailleurs, vous pouvez également partager cet épisode du podcast, partager mes publications sur les réseaux sociaux. Ça va leur donner de la visibilité et ils en ont besoin. D'ici là, abonnez-vous au podcast si c'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à la prochaine. Lanceur d'arrête, c'est un rendez-vous. Abonnez-vous.